Alors, on a évoqué les proches et en fait, on a prévu, bien sûr, de réfléchir ensemble à l'impact du cancer du sein métastatique, finalement, qui, le titre de Thierry, c'est une histoire de famille. Et vivre et dialoguer avec les proches, c'est loin d'être une évidence. Donc on accueille Thierry Calvat, qui est le président de Juris Santé, qui est sociologue et qui va prendre la parole et puis échanger avec vous. Voilà, là c'est un... Ah, c'est formidable. Merci beaucoup. Super. En plus, c'est un micro. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, le sujet est évidemment très vaste et j'ai juste l'impression, en arrivant ici, d'arriver un peu en venant vous parler d'un passager clandestin. Et ce passager clandestin, c'est le proche qui vient à un moment donné s'inviter dans votre maladie, mais à l'inverse, on peut aussi le regarder comme le fait que vous seriez, en tant que patiente, le passager clandestin d'un ensemble qui est un ensemble que vous formez avec le proche. Donc on est vraiment dans un jeu qui est un jeu de réciprocité, et je vais essayer d'illustrer cette question. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai pas de réponse extrêmement établie, avec une certitude absolue, de comment est-ce que vous pouvez dialoguer avec les proches. D'ailleurs, si je le faisais, je ne serais pas là, j'aurais passé un brevet, et je serais actuellement en Amérique latine, en train de passer des jours très agréables. Donc il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de recette. En fait, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que la situation finalement amène chez moi et produit chez moi. Ça a été un peu évoqué sur la question du tabou, ou derrière la question du tabou, c'est derrière la question, et on y reviendra, la question de la croyance, c'est-à-dire c'est tout ce qui relève de la croyance, c'est qu'est-ce qui fait, tout ce qui procède de la croyance, c'est j'imagine que l'autre va réagir comme ça, alors que très souvent, les questions qui touchent à la communication sont plutôt et au dialogue, sont des questions qui vont résonner sur la question de la valeur, c'est-à-dire en quoi est-ce que c'est important pour moi. Et vous avez autant de femmes pour qui finalement évoquer leur sexualité n'a pas d'importance, et d'autres pour qui c'est important, mais on y reviendra, mais dans une perspective de proche. Mais j'essaie juste de rebondir à ce qui a été dit. Donc, en fait, on est face à deux passagers clandestins. Alors, il peut s'agir d'un enfant, il peut s'agir d'un frère, d'une sœur. La notion de proche, elle a ça d'extrêmement agréable, c'est qu'elle est polyforme, puisque les proches, on évoque dans le domaine du cancer, je crois 4 millions de gens qui seraient proches, mais dedans, c'est des situations qui sont des situations extrêmement diverses. Mais toujours est-il qu'il forme un écosystème, et qui est un écosystème où en fait on a une trajectoire initiale que l'on formait, prenons le cas par exemple d'un couple, on a une trajectoire initiale qui a été perturbée par la maladie. Alors évidemment, la trajectoire de la patiente, elle a été perturbée, puisqu'on avait des projets, il se trouve que là, des projets qui peuvent être des projets professionnels, des projets sociaux, mais l'arrivée de la maladie a, vous en serez d'accord j'imagine, d'une certaine façon, dévié la trajectoire, lui a fait prendre un autre cours. Mais au-delà de la patiente, c'est bien l'ensemble qui se retrouve complètement perturbé. D'une certaine façon, pour utiliser une image un peu mathématique, le polygone de sustentation, c'est-à-dire le centre de gravité de l'ensemble que l'on formait avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses frères et sœurs, se retrouve complètement transformé sur ses bases. Et à partir de là, le proche ou le patient, ça va se retrouver dans une situation où certains vont compenser, d'autres vont essayer de maintenir l'équilibre, et à l'arrivée, il va y avoir une étape qui est une étape, à mon avis, préalable à toute question de dialogue, c'est la question derrière de la reprogrammation de l'ensemble que l'on compose. Donc de pouvoir, à un moment donné, se dire les choses. Donc quand j'évoque la reprogrammation, c'est qu'il y a quelque chose qui procède finalement du deuil, du fait que la trajectoire initiale que l'on avait ne reviendra plus jamais. Puisque de toute façon, l'expérience fait qu'elle ne peut jamais se répéter, deux fois. Et cette trajectoire, qui est une trajectoire légèrement déviée, ou très fortement déviée, elle va amener une forme de déséquilibre qui fait qu'on aura de toute façon, ensemble ou séparément, toujours un temps de retard sur les événements. C'est-à-dire que je ne vais pas vous faire l'injure de vous parler du processus de la maladie, mais si on le regarde en système, le processus de la maladie, c'est quoi? C'est à un moment donné une annonce qui est faite, qui est posée, qui va créer une onde de choc, ce que la Ligue appelle le coup de tonnerre dans un ciel bleu, et qui fait qu'à partir de là, les événements vont s'enchaîner, et à chaque fois, on va être d'une certaine façon un peu à la ramasse des événements. Mais on va y être en tant que patiente,
mais on va y être aussi en tant que proche. Et quand je dis à la ramasse des événements, c'est que cette onde de choc, elle va créer des questionnements. On se demande ce que c'est que cette maladie, qu'est-ce qui m'attend, comment ça se passe. Le proche va dire, un peu dans une forme de gémellité dans le propos, mais comment est-ce qu'on va faire? Enfin, vous voyez, il y a comme ça un sentiment d'urgence qui s'installe. Progressivement, le travail, la question du travail aussi, qui est une question importante, notamment pour les femmes plus jeunes. Et par rapport à ça, progressivement, on va poser un certain nombre d'actes qui sont des actes qui permettent de revenir, sinon à une situation normale, du moins au sentiment qu'on est dans une situation maîtrisée. C'est-à-dire que chacun va finalement, dans cet équilibre un peu fragile, trouver une place qui fait qu'on a organisé la façon de se comporter. Et puis, la vie fait qu'il y a généralement toujours un événement, un incident qui peut arriver, alors qui peut être extrêmement anodin. Par exemple, si un proche perd son travail, lui aussi, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a un phénomène de crise ou rupture. Il peut y avoir une fatigue passagère, il peut y avoir des crises, et on repart à nouveau dans ce processus. Donc, pour le dire autrement, c'est qu'on est face à un ensemble, un écosystème ou un système un peu dynamique qui va en permanence se retrouver dans une situation qui est une situation très forte de déséquilibre, où on va en permanence essayer de retrouver finalement ses esprits. Et la parole, puisqu'il s'agit du dialogue et que le thème imposé, c'est celui d'évoquer le dialogue avec les proches, va à la fois jouer un rôle de régulateur dans le système, mais aussi d'amortisseur. Chacun prenant à un moment donné, parfois sur lui, pour ne pas dire les choses, ou au contraire pour les dire, en vue de fluidifier le système. Et ce système de déséquilibre, en fait, il est intéressant à observer. Et moi, j'ai fait pas mal d'études sur ce sujet, parce qu'en fait, il va créer, alors que la maladie seule ne va pas le faire, il va créer, précisément parce qu'il y a interaction entre différentes personnes, ce qu'on peut appeler, ce qu'on peut qualifier de boucles de rétroaction, c'est-à-dire des phénomènes naturels qui s'auto-entretiennent. Et il y en a au moins 3 qui me semblent, du point de vue du dialogue, plutôt intéressantes à regarder. La première, c'est le fait que ces différents événements qu'on va devoir affronter les uns avec les autres vont amener à des recompositions de rôles. Ce que, par exemple, si je quitte le domaine du cancer du sein métastatique, dans le domaine d'Alzheimer, très souvent on évoque le fait qu'on devient les parents de ses parents. Ben là, on va devenir, à un moment donné, par rapport à son conjoint, par rapport à sa sœur, on va devenir le soignant de sa sœur ou de son frère, on va devenir le soignant de son conjoint, on va devenir le supplétif du système de soins vis-à-vis de la personne. Donc il y a autour de ça des nouveaux rôles qui s'installent, mais qui souvent sont construits sur des non-dits. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne va pas en parler. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de pouvoir en parler, c'est qu'on n'en parle pas. Donc il y a une espèce d'éléphant dans la pièce qui fait qu'à aucun moment on va aborder frontalement le sujet. Et donc la question qui peut, à mon sens, être posée, c'est à quel moment est-ce que je vais aborder cette question avec mon proche, qui une fois de plus n'est pas forcément mon conjoint, mais à quel moment je vais aborder cette question plutôt sous l'angle du nouveau contrat qui nous lie. À nouvelle situation, nouveau contrat. Alors dans le cas des couples, enfin vous connaissez l'histoire du couple, hein, c'est Oscar Wilde qui disait être un couple, c'est ne faire qu'un, tout est de savoir lequel. Bon ben là c'est pareil, c'est exactement pareil. On est dans cette logique-là qui est finalement une forme de contrat nouveau qui doit se dire, parce que si on ne règle pas cette question, on risque de se retrouver dans ce qu'on peut appeler des jeux psychologiques, qui sont que, alternativement, on va se retrouver, alors c'est Karpman a conceptualisé ça de façon extrêmement simple, on va se retrouver dans une situation où on va, en voulant être le sauveteur d'une personne qui est prétendument la victime, alors en général c'est plutôt le proche qui va surprotéger une forme de victime, et bien on risque de se retrouver dans une situation où on va le persécuter. C'est-à-dire que si on commence par exemple en tant que proche à faire des choses que ne nous a pas demandé la personne malade, mais qu'on pense être agréable pour lui faciliter la vie, à un moment donné, vous le retrouvez, vous pouvez vous mettre dans une situation en tant que proche de persécuteur, parce que vous allez, à un moment donné, ne pas permettre à cette personne de pleinement exister. Mais à l'inverse, par exemple, puisque une des questions récurrentes qui revient souvent, même d'appels qu'on a chez Juris Santé, même si on est plutôt sur le côté juridique, c'est est-ce qu'il faut que j'en parle ? Est-ce qu'il faut que j'en parle à mes proches de ma maladie, etc. Mais parfois, le fait de ne pas en parler pour protéger quelqu'un qui n'a pas demandé à être protégé vous place, mais parfois avec des pas de temps différents, dans une position où finalement vous êtes maltraitant vis-à-vis de lui.
Je ne dis pas que c'est systématique, une fois de plus, pas de systématisme, mais en tout cas, il faut le garder à l'esprit. Donc il y a des nouveaux rôles, et ces nouveaux rôles, ils vont changer en permanence. Donc la question du contrat, il faut aussi en permanence la questionner. Il y a un deuxième aspect, c'est finalement le fait que cette situation-là, elle va amener des nouveaux problèmes qui ne se posaient pas avant. Là encore, vous allez décidément penser que j'ai une vision, tronquée des choses, mais il y a une définition du mariage qui est de dire, j'imagine que toutes dans cette salle et ceux qui nous regardent la connaissent, c'est l'art de se poser des problèmes à deux qu'on ne se serait jamais posé tout seul. Et bien là, c'est exactement la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que ce serait finalement tellement simple si en tant que patiente, je pouvais gérer ma maladie tout seul. Enfin, vous avez compris, ce serait simple parce que finalement, je n'aurais qu'à m'occuper de moi-même alors que j'ai d'autres gens à m'occuper. Et puis pour le proche, ça serait tellement simple si la maladie n'était pas arrivée, donc ce qui derrière, au passage, peut amener des sentiments de culpabilité qui sont importants. Donc là, la parole, elle est importante dans cette problématique-là, puisqu'elle va permettre à un moment donné de pointer les problèmes. Et là, on va s'apercevoir que parfois, il y a des problèmes qui étaient bien antérieurs à la maladie. C'est-à-dire, souvent, on dit que la maladie a un rôle transformateur. On peut légitimement questionner ce sujet, je me tourne vers les professionnels, c'est plutôt révélateur, voire amplificateur. Vous savez, comme une situation de crise, elle vient amplifier quelque chose qui était existant et préexistant, beaucoup plus qu'elle ne vient de transformer. Donc il y a une forme de malaise profond qui remonte à la surface, qui avant ne posait pas question, mais qui aujourd'hui peut poser. Là encore, le fait de dialoguer sur ces questions et en prenant le sujet de cette façon-là est vraisemblablement une voie intéressante par rapport à la discussion des proches. Et puis après, il y a un troisième boucle de rétroaction qu'on constate. Alors moi, je l'ai travaillé pas tellement dans le domaine du cancer du sein métastatique, pour être parfaitement honnête, mais plutôt sur d'autres types de pathologies. Mais il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas dans le cancer du sein métastatique. C'est finalement l'idée que la relation qu'on entretient avec l'autre est régie par un régime de dette. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a été pas mal travaillé, il me semble, dans le domaine de la sexologie et aussi dans le domaine de la sociologie, cette question de qu'est-ce que je dois à l'autre et qu'est-ce qu'il me doit. Et ce que démontrent finalement les études qu'on a pu mener, c'est que plus vous vous sentez en dette vis-à-vis de la personne, soit que vous accompagnez, soit qui vous accompagne, et plus vous allez avoir une tendance fâcheuse à vous épuiser pour éteindre la dette. Pour le dire autrement, si en tant que patiente, vous êtes dans une situation où le proche qui peut, par convention, disons que c'est votre mari, voilà, par convention on va dire que c'est votre mari, là c'est difficile d'avoir une approche autrement genrée, hein, vous voyez, vous pouvez m'excuser par avance. Mais donc l'autre est votre mari, si vous pensez que vous lui devez beaucoup, vous allez avoir tendance à taire la maladie, à vouloir finalement être dans une situation où vous vous préservez, quitte à ce que ça vous coûte. Si à l'inverse, dans la même situation, vous avez toujours votre mari qui est votre proche, mais vous savez qu'il ruine la famille, qu'il vous trompe, qu'il se comporte comme un sagouin, à l'évidence, il y a quand même de fortes chances pour que vous lui refiliez le singe. Donc à partir de là, vous voyez, c'est une question qui est importante parce que la question du dialogue, il faut aussi la regarder sous l'angle de quelle est la relation que j'entretiens? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je pense que je suis en dette ou je ne le suis pas? C'est de toute façon des représentations. Vous voyez, là, je ne parle pas de flux matériels, hein, je parle de flux qui sont plutôt du domaine du symbolique. Mais ils sont importants parce que de la réponse que vous apporterez, vous vous apercevrez qu'elle va guider la façon que vous aurez de dialoguer avec la personne. Et en fait, ce que j'essaye là de vous dire, je ne sais plus combien de temps il reste, mais il ne va plus m'en rester beaucoup, parce qu'après j'ai des questions, j'imagine, mais... en fait, on est au cœur d'une économie relationnelle. Vous êtes d'accord, hein, il y a une forme de réciprocité qui s'installe. Et dans cette réciprocité, je vais finalement boucler d'une certaine façon ce que je disais en introduction, mais on est sur un régime qui est régi soit par le régime des croyances, soit par le régime des valeurs. Quand vous ne voulez pas dire à quelqu'un et vous ne voulez pas évoquer votre maladie, ça vient convoquer deux choses. Ça vient convoquer la croyance, c'est-à-dire la représentation que vous avez du monde, avec derrière toutes les projections que vous allez faire. Et si vous ne le faites pas, c'est que vous envisagez par avance des choses.
mais qui sont très conformes à la vision que vous avez. C'est par exemple, oh, mon mari ne le supportera pas, ou mes enfants ne le supportera pas, mon mari va me quitter. Je pense que c'est plutôt dans cet ordre-là, les enfants ayant quand même peu de chances de vous quitter rapidement, surtout s'ils sont petits. Mais vous voyez, donc ça va convoquer le registre de la croyance, et de l'autre côté, ça va plutôt convoquer le registre de la valeur, c'est-à-dire les éléments qui me structurent. C'est-à-dire en quoi est-ce qu'à un moment donné, sur quoi est-ce que je suis construit, qu'est-ce qui est important pour moi. Et il y a deux questions très simples à se poser en permanence quand vous vous posez ce genre de questions. La première, c'est celle des valeurs, c'est en quoi c'est important pour moi, par exemple, de parler de ma maladie ou de ne pas en parler. Est-ce que je peux être très confortable, et ça rejoint un peu ce qui a été dit, mais est-ce que je peux vivre confortablement avec ça? Et en même temps, les croyances, c'est finalement, qu'est-ce qui va arriver si je dis ça, et est-ce que je suis vraiment sûr que ça va arriver? Vous voyez, et une fois que vous avez ça, globalement, le dialogue, une fois que vous avez ces deux outils-là en permanence, il est le fruit d'un arbitrage qui vous appartient. Mais sans oublier d'ailleurs que, effectivement, vous êtes la personne la plus importante, mais qu'au passage, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir aussi essayer de préserver l'écologie de la personne qui vous accompagne. Voilà, c'est juste ce souci. Moi, je terminerai juste, et après, comme ça, on pourra engager un peu plus le dialogue, mais vous avez compris que là, on est vraiment sur des notions qui sont des notions d'arbitrage qui, moi, me rappelaient deux choses que je vous soumets comme ça, mais qui sont en apparence éloignées du sujet. Vous voyez que finalement, elles ne sont pas si éloignées que ça. La première, c'est qu'il me semble que commencer à opérer ce genre de réflexion, d'arbitrage, c'est aussi rentrer dans le champ de l'éthique, c'est-à-dire finalement vouloir le bien pour soi et les autres. Souvent dans l'éthique, on a l'impression qu'on veut le bien pour les autres. Ben non, on veut d'abord le bien pour soi et les autres. Après, la définition rajoute au sein d'institutions justes. Je ne suis pas sûr que la famille soit une institution juste, mais en tout cas, c'est vouloir le bien pour soi et les autres. Et aussi, moi, ça m'évoque l'idée, et qui est la définition du commandement d'Emmanuel Lévinas, le philosophe, qui dit « Commander, c'est faire le bonheur de celui qui obéit ». Vous voyez, donc on est vraiment dans ce renversement-là, et il ne me reste plus qu'à vous remercier et attendre vos questions. Merci beaucoup Thierry pour cette invitation à la réflexion. La première question que j'aurais envie de poser avant que vous leviez le bras, c'est que quand on t'écoute, ça interroge. Et finalement, est-ce que parfois on a besoin d'être accompagné pour s'interroger? Et si oui, quels sont les espaces qui le permettent ou le facilitent? Parce que voilà, toi, tu as finalement cette réflexion sur l'interaction, sur comment créer le dialogue, ces notions de valeur, etc. Parfois, on peut se sentir un peu désarmé quand voilà, on avait son boulot, son truc, maintenant on a le cancer du sein métastatique et puis tout le reste à gérer. Comment prendre le temps, comment peut-être être accompagné, guidé dans cette réflexion qui, on le sent, peut être source de plein de nouvelles façons d'aborder les choses, peut-être très positives à vivre. Oui, bien sûr. Enfin, juste, mon intervention n'est pas un vaste teasing pour le coaching que fait Jury Santé. Je préfère préciser. En même temps, c'est marrant parce que je n'y avais même pas pensé. Mais puisque la question est posée, il y a des associations qui ont des lignes d'écoute, de coaching. Il y a aussi tous les professionnels de santé. Je pense aux oncopsychologues, aux sexologues, parce que les questions qu'on aborde là, plus spécifiquement, peuvent être aussi relevées d'un registre plus intime. Oui, évidemment, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Le problème, c'est que il me semble qu'on est dans un registre où on ne veut pas rajouter de la maladie à la maladie. C'est-à-dire, on se dit, finalement, bon, je suis déjà malade. Si en plus il faut que j'aille voir un psychologue, ça veut dire qu'en plus ça ne va pas vraiment dans ma tête. Donc c'est pour ça que le coach, par exemple, est plus rentré dans un registre qui est un registre, on va dire, du commun, en fait. C'est pas par hasard si le coaching, c'est une activité. Enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais le coaching, dans les 3 dernières années, c'est l'activité de service qui a connu la plus forte progression au monde. En termes de chiffre d'affaires, c'est parti. Non, mais voilà. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est rentré dans le champ du commun. C'est un peu comme dans les entreprises, vous savez, on dit j'ai pas envie d'aller voir l'assistante sociale parce que je suis pas un cassos.
Ben, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que donc c'est à manier avec prudence, dire aux gens allez voir des psys, etc. Et évidemment, il faut qu'ils aillent le voir. Après, c'est quels mots on trouve pour leur expliquer qu'en fait, ils ne vont pas rajouter de la maladie à leur maladie. Mais je pense que cette journée elle est importante aussi pour ça, parce qu'on est très très nombreuses en tant que patientes à avoir une première réaction de frein par rapport à la proposition d'un certain nombre d'accompagnements ou de propositions, parce que justement on se dit mais je ne suis pas un cassos ou je ne suis pas psy ou je ne suis pas et donc en fait de comprendre finalement que ça peut nous aider et que c'est pas rajouter une couche et qu'on ne suppose pas que vous êtes entre guillemets faible ou incapable, c'est aussi important de le souligner. Alors, en attendant peut-être que vous ayez envie de réagir... Juste par rapport à ça, là, si on se place du point de vue du proche, par exemple, une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que les proches ne se font pas systématiquement aider? Et pourquoi, d'ailleurs, ils ne disent même pas qu'ils sont proches? Ah oui, non, mais c'est très bien. Alors, il faut prendre rendez-vous très vite avec la CNSA. Je pense que là, ils vont être écoutés. Non, mais... Oui, alors il y a cette dimension-là, c'est multifactoriel, mais quand on creuse en fait un peu, on s'aperçoit qu'il y a une forme de réticence à l'idée de se faire aider, à la fois pour les problèmes de dette que j'évoquais, de débit ou de crédit, mais il y a surtout une forme de réticence qui consiste à dire « moi, en tant que personne, je suis au final assez peu intéressant », ce qui rejoint, c'est l'autre qui est malade. Et donc les mots sont importants dans l'accompagnement, c'est-à-dire que finalement, les mots sont sans doute plus importants encore que le service qui va être rendu. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est vraiment trouver les mots pour que la personne malade et son proche puissent s'intéresser. Et on sait très bien que l'injonction qui consiste, dont le paroxysme, à mon avis, est atteint dans lâcher prise, ce qui est quand même une forme d'injonction totalement paradoxale. Enfin, on ne peut pas dire soyez libre, enfin, ou soyez libre. Oui, d'accord, si je suis libre, je n'ai pas besoin que tu me dises que je dois devenir. Donc on s'aperçoit quand même que le registre de l'injonction ne fonctionne pas. Et que ce qui est bon pour les personnes, en fait, leur importe peu. Et que sans doute, une des façons de prendre le sujet, c'est de le prendre en disant si demain vous allez voir un professionnel, quel qu'il soit, vous allez, je parle du proche, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez notoirement améliorer la qualité de vie de la personne que vous accompagnez parce que justement, vous allez continuer à pouvoir être un bon proche. Alors, il y a une question qui, j'allais dire, préoccupe énormément de patientes. C'est finalement comment en parler à mes enfants. Et là, il y a un peu deux questions. C'est des petits-enfants ou des adolescents. Comment ajuster, surtout quand la maladie est métastatique, ce besoin d'être toujours parent, protecteur, éducateur, aimant, et en même temps, cette réalité que il y a l'éléphant dans la pièce, là, et comment on en parle? Est-ce qu'il faut en parler? À quel moment? Là aussi, quelles sont les pistes ou... Je me garderais bien d'apporter une réponse absolue. J'invite chacun à se questionner sur précisément, vous voyez, sur le qu'est-ce qui va se produire et qu'est-ce qui est important pour moi. Pour certains parents, alors après il y a la question de l'âge, la compréhension qu'on peut avoir, mais je vais juste m'arrêter sur un aspect qui est un aspect éducatif. Certains parents sont dans un registre qui est un registre extrêmement protecteur de l'enfant. Et toute leur éducation, ils l'ont construite sur l'idée qu'il fallait protéger le plus longtemps possible, je prends deux images extrêmes, le plus longtemps possible, les enfants. Et d'autres sont, on va dire, dans une logique où on dit, finalement, qui est une logique, je ne sais même pas si on peut l'appeler de permissive, mais qui est l'idée de dire qu'il est important que les enfants, finalement, ne soient pas protégés et fassent l'expérience de la dureté du monde qui les attend, parce que ça va les préparer. Dans un cas, vous vous rendez compte que, suivant le système éducatif où vous êtes, la réponse à la question ne sera pas la même. Donc c'est bien les valeurs qui ont construit la famille et les croyances qu'on a qui vont déterminer la réponse. C'est pas pour me défiler, c'est juste que je voudrais pas... Non, mais ça ressemble à ça quand même. Non, mais non. Oui, parce que... Non, il y a de la... En fait, finalement, c'est une vraie réflexion. Mais c'est en tout cas qui peut être accompagnée d'ailleurs, et qui est une réflexion à accompagner. Comment?
Alors moi, en tant que psychologue, évidemment, je vais dire que je pense que c'est important de leur en parler. Pourquoi ? Parce que c'est une histoire aussi de confiance réciproque. Parce que l'enfant... Alors évidemment, on ne va pas parler avec les mêmes mots à un ado et avec un petit enfant. Il faut s'adapter, à adapter son vocabulaire. On ne va pas rentrer dans les détails. Maman a un cancer du sein métastatique, elle suit, je ne sais pas quoi, une hormonothérapie avec un truc, un machin. Non, évidemment que non. Ça, c'est pour les permissifs. Mais bon, il faut quand même que l'enfant sache que voilà, qu'il y a un problème, parce que d'abord, les enfants sont des éponges, donc ils sentent qu'il y a un problème. Si on ne leur en parle pas, inconsciemment, ils peuvent se dire finalement mes parents n'ont pas suffisamment confiance en moi pour me dire les choses. Ils peuvent aussi fantasmer, s'imaginer encore pire que la réalité. Bien sûr. Ça, c'est un. D'autre part, si les parents leur mentent, ils perdent aussi la confiance aux parents. Donc c'est quand même dangereux. Il ne faut pas mentir à son enfant. On n'est pas obligé de tout lui dire. Je suis d'accord. Voilà. Mais il faut quand même en dire quelque chose. Et en plus, si malheureusement ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on dit ? On n'a rien dit à l'enfant et tout d'un coup, maman est hospitalisée pour un temps indéterminé, voire pire, enfin bon, etc. Donc, c'est pas possible. Mais je pense qu'il faut petit à petit, étape par étape, parler à l'enfant sans encore une fois rentrer. Alors, un ado, c'est différent. On peut encore lui dire différemment les choses, mais aussi on peut lui parler. L'ado, il peut avoir une réaction très violente. Hein. Il peut en avoir rien à faire, claquer les portes, se barrer avec ses copains. Bon, c'est un mécanisme de défense tout à fait respectable. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir dire à l'enfant, écoute, voilà ce qui arrive, etc. On en parle quand tu veux. Si tu as des questions, je suis là. On peut en parler quand tu veux. Il y a quand même l'aide du papa, enfin du conjoint ou de la maman, puisque maintenant, il faut faire attention. Hein. Voilà. Il y a l'aide, il y a l'aide des conjoints qui est importante, de la famille aussi, qui peut être un soutien. Les ados, c'est vrai plutôt être les potes, hein, en général. Mais je crois que c'est important d'en dire quelque chose. On ne peut pas faire l'impasse. Oui. C'est pas possible, à mon avis, en tant que psy. Je suis d'accord. Le sens de mon propos, je pense que c'est sur la nature, sur le degré de ce que l'on va dire, que ça va porter. Et puis après, on peut aussi... entre guillemets, mentir par omission, c'est-à-dire que tant qu'on ne dit rien et que la question ne se pose pas, on ne le fait pas. Mais ce que vous dites, et avant de prendre votre question, ça me rappelle, il y a une étude qui a été faite sur les femmes vivant avec un cancer du sein et leur entourage, qui est l'étude FACE de mémoire, qui est une vieille étude, mais a priori, même si elle est vieille, les données qu'elle redonne, et où on avait interrogé les femmes vivant avec un cancer du sein, les conjoints et les enfants. Et on leur posait la question de la qualité de vie sur 10 de la patiente. Et la patiente, je vais vous dire, vous donner pour donner un ordre de grandeur, une qualité de vie de 6 sur 10, par exemple. Assez systématiquement, les conjoints allaient vous le donner à 4 sur 10 et les enfants à 2 sur 10. C'est-à-dire que vous êtes, le conjoint se retrouve dans une situation où il assombrit le tableau et l'enfant, lui, il est dans une situation où là, il le dramatise encore plus. Voilà, c'est juste... Alors là, vous me posez une colle, elle doit dater, elle n'est pas récente, hein, celle-là, elle doit dater de 2010-2011. Mais on pouvait la retrouver, ça s'appelle FACE, Femme atteinte de cancer du sein. Comment ? Félicitations pour ce que vous entendez, parce qu'en fait, je parlais à ma voisine. Et, Ah, d'accord. Mais la salle porte beaucoup. Ah ben, merci, laissez ma peau. Oui, moi je voulais rebondir et après j'aurai un petit constat. Par rapport aux enfants, je pense qu'il y a une chose qui est pas mal quand on doit parler aux enfants, c'est de leur demander ce qu'eux ils imaginent. Exactement quand ils se posent la question de la sexualité chez l'enfant, notamment chez un petit enfant, on peut dire toi, qu'est-ce que tu imagines ce que c'est la sexualité ? Et en fait, selon ce qu'il va vous dire, ça vous permet de comprendre quel est le degré de précision qu'il faut lui donner. Peut-être que par rapport à la sexualité, je prends cet exemple-là, ça va être c'est papa et maman qui font un bisou. Bon, voilà, cet enfant, il n'a pas besoin d'entendre à ce stade, il va y avoir pénétration. Voilà. Donc je pense qu'en fait, un conseil que je pourrais donner, c'est de demander, toi, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu imagines qui va arriver ? Et du coup, de pouvoir le rassurer. Mais voilà, finalement, aller en étape avec l'enfant et faire en fonction de lui le niveau qu'il est capable d'accepter. Donc ça, c'était pour rebondir. Et après, un petit constat sur les aidants. En fait, je pense que l'aidant d'aujourd'hui n'est pas l'aidant de demain. La population est vieillissante et nos manières de vivre sont différentes. Les enfants
partent, donc les enfants vont être moins susceptibles d'être aidants pour leurs parents. Il y a beaucoup plus de gens séparés. Et je trouve qu'en fait, j'ai des craintes en fait, sur le fait qu'on ne pense pas à l'aidant de demain et qu'on n'adapte pas et qu'on compte sur l'aidant tel qu'on le voit aujourd'hui qui finalement, dans quelques temps, ne sera plus. Alors, je suis d'accord avec vous, à 2 bémols près. Le premier, c'est que c'est déjà à l'œuvre, c'est-à-dire... vous voyez, aujourd'hui, c'est déjà à l'œuvre, c'est-à-dire que vous avez quand même beaucoup d'aidants jeunes, par exemple, qui sont des jeunes, les jeunes aidants. Et le deuxième bémol, mais qui est plus une conviction, mais qui est de plus en plus partagée par d'autres acteurs, qui est qu'on n'aura plus le choix, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aidant a le choix, demain, il ne l'aura plus. Notamment dans les cas de pathologies qui sont des pathologies du vieillissement. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, de toute façon, le système ne pourra plus prendre en charge les personnes âgées, et c'est la famille qui, mécaniquement, beaucoup plus qu'aujourd'hui, se retrouvera dans une situation où il va falloir qu'elle survienne aux besoins du proche. Comment ? Ah, mais c'est des familles qui n'ont pas d'argent, même celles qui en ont, d'une certaine façon, enfin ce qui se dit assez souvent, la bonne blague dans les congrès et les réunions tournant autour de tout ce qui est finalement vieillissement, c'est de dire l'EHPAD du futur, c'est la maison des aidants. Alors, c'est sur cette note d'optimisme. Non, mais là, juste parce que moi, ça me touche beaucoup parce que ça fait écho à diverses personnes et je pense tout particulièrement à une amie du réseau qui a une maladie métastatique, voilà, et qui finalement, quand on réfléchit à ça, à ce qu'on vit dans notre société, on a parlé aussi de la charge mentale des patientes métastatiques. Ça se rajoute. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un cancer du sein métastatique avancé, oui. Des parents qui ne vont pas du tout, avec un parent qui devient Alzheimer, qu'il faut placer, avec une mère qui se casse le col du fémur, avec la fille qui justement adolescente qui pète un câble, qui fait bon bref. Donc en l'occurrence, il y a des histoires où parfois ces patientes elles sont épaulées par un conjoint ou une partenaire, bref, qui est présente. Mais il y a aussi beaucoup, et vous le soulignez, nous on le voit beaucoup sur nos réseaux, beaucoup de femmes qui sont seules et qui sont avec des enfants plus ou moins grands et la maladie, et quand c'est une maladie métastatique, avec une préoccupation extrêmement forte pour elle-même, pour ce dialogue avec les enfants, mais aussi avec cette réalité des enfants qui, du coup, deviennent aussi des aidants. Il y a l'association JAD qui a pour objectif de donner une visibilité à ces jeunes aidants et de les aider, notamment, et ça, un clin d'œil au séjour OSE, c'est des séjours pour les jeunes aidants, pour se sentir compris entre jeunes accompagnant un parent malade, quelle que soit la maladie, hein, mais pour dire, en fait, moi, je ne suis pas comme mes copains d'école ou de lycée, etc. Et c'est vrai. Et il y a un vrai sujet alors on va déborder dans le temps, mais c'est vrai que c'est des préoccupations absolument majeures, parce que dans le fond, nos hôpitaux, nos centres de soins nous épaulent plutôt pour nous soigner, mais pas forcément sur ces champs-là. Et donc, il y a urgence à en prendre conscience, à aider, à avoir là aussi peut-être retrouver peut-être des contenus d'information qu'on pourrait diffuser sur vers qui se tourner. Est-ce que c'est une assistante sociale? Est-ce que c'est des associations? Est-ce que c'est d'autres professionnels? Mais il y a un vrai... vraiment une préoccupation de ces patientes malades vis-à-vis de ces, quand elles sont seules avec des enfants, notamment sur ce besoin. Très bien. Et juste une dernière question, mais après il faut vraiment que je file parce que j'ai... Non, je veux juste revenir sur un blocage psychologique que j'ai eu moi personnellement. Je n'ai jamais pu dire à ma mère que j'avais un cancer. Parce que je me sentais responsable de ma mère et je ne pouvais pas supporter de voir dans son regard cette espèce de tristesse. Et une patiente m'avait dit aussi, je ne veux pas en parler parce que je vois ma mort dans les yeux des autres. Et c'est un peu ça aussi qu'on peut voir dans le regard de ces parents âgés. Et c'est pas une question. Non, c'est pas une question. Non, c'est une réalité. Mais c'est une réalité qui renvoie, et je conclurai là-dessus, mais pour ma part, mais c'est une réalité qui renvoie aussi à la représentation qu'on a dans nos sociétés modernes de la mort. Vous aurez noté que plus personne ne meurt de vieillesse. C'est fini.
À part s'il y a la jurisprudence Élisabeth II, parce qu'elle est morte de vieillesse, elle a le droit. Mais plus personne ne meurt de vieillesse. Tout le monde meurt forcément d'une cause qui est une cause mécanique. Mais je vous rejoins tout à fait. Je comprends. J'ai de plus en plus de patientes qui me disent « je ne veux pas le dire à mes parents parce qu'ils sont âgés ». C'est presque pire que de leur dire à leurs enfants, quoi. C'est encore, voilà, ils protègent leurs parents. Les parents ne vont pas comprendre pour eux. Alors pour eux, le cancer, bon voilà, des parents qui ont, je sais pas, 80 ans, pour eux, le cancer, c'est voilà, la maladie d'il y a 60-70 ans où c'était très très compliqué. Et ils en sont restés là. Ouais. Donc ils les protègent. Exactement. Voilà, c'est légitime. Hein. Bon, bah, merci beaucoup. Chérie.